Vous me demandez de raconter un peu ma vie, sous prétexte que j'en ai une, je n'en suis pas tellement sûr, parce que je crois surtout que c'est la vie qui nous a, qui nous possède. Après, on a l'impression d'avoir vécu, on se souvient d'une vie à soi, comme si on l'avait choisie. Personnellement, je sais que j'ai eu très peu de choix dans la vie, que c'est l'histoire, au sens le plus général et à la fois le plus particulier et quotidien du mot, qui m'a dirigé, qui m'a en quelque sorte embobiné. Je suis né en Russie en 1914, de parents qui étaient comédiens. Et mes premiers souvenirs sont des souvenirs de théâtre, des coulisses de théâtre. Je me souviens de la révolution soviétique de 17. J'étais couché sur la place rouge. Il y avait des balles qui sifflaient. Ma mère se jetait sur moi pour me protéger. Je me souviens assis sur les épaules d'un soldat, d'un marin soviétique, pour que je puisse voir dans la salle ma mère qui était en scène. Ma mère, disait-on, n'était pas une très grande comédienne, et je me souviens particulièrement de ce moment. Au théâtre, donc sur la scène, on représentait un village qui brûlait et on évacuait les habitants. Il y avait une très vieille femme qui était jouée par ma mère et qui traversait la scène soutenue par deux hommes. Et après cette séance, après avoir assisté à cette scène, j'étais avec le marin dans les coulisses et j'ai vu ma mère en pleurs. Il y avait un scandale. Et avec le régisseur, et voilà ce qui s'est passé, c'est que c'était le seul rôle que ma mère avait consistait à traverser la scène. Et ma mère ne voulait pas traverser la scène, elle s'accrochait, elle marchait trop lentement, il fallait la pousser hors de la scène parce que c'était son rôle, et elle y tenait. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans en russe. Ensuite, il y a eu des émigrations successives. D'abord en Pologne en 1921, à l'âge de 7 ans, juste après la guerre entre les Polonais et les Russes. Ensuite, à l'âge de 14 ans en France, mais n'anticipons pas, puisque je suis avant tout écrivain, et que mes premiers efforts littéraires furent la traduction d'un poème de Pouchkine, La branche de Palestine, du russe en polonais. C'était déjà un Varsovie. J'ai changé donc, comme je vous le dirai plus tard, 4 fois de culture. Je suis passé de la culture russe à la culture et à la littérature polonaise, donc. Ensuite, à 14 ans en France. Et j'ai vécu 10 ans en Amérique et j'ai même écrit des romans en américain. Et à un certain moment, je me souviens, je racontais cela au général de Gaulle. Et je lui parlais du changement de culture que j'ai subi. Et je lui ai raconté l'histoire du caméléon. On met le caméléon sur un tapis rouge, il devient rouge. On met le caméléon sur un tapis vert, il devient vert. On l'a mis sur un tapis jaune, il est devenu jaune. On l'a mis sur un tapis bleu, il est devenu bleu. Et puis on a mis le caméléon sur un tartane, un plaid écossais multicolore. Et le caméléon est devenu fou. Le général de Gaulle a beaucoup ri. Et il m'a dit, dans votre cas, il n'est pas devenu fou, il est devenu un écrivain français. J'ai décrit tout cela, le rôle qu'a joué ma mère, qui a été déterminant dans ma vie, dans La promesse de l'aube, qui est ma première autobiographie, que j'ai écrite à l'âge de 45 ans. Ma mère était une francophile comme on n'en conçoit pas aujourd'hui, parce que cela date encore du 19e siècle. Et l'époque où, pour les Russes surtout, la France était l'incarnation même de la grandeur, de la beauté, de la justice, des droits de l'homme, de toutes les très jolies histoires que nous nous sommes racontées sur nous-mêmes. Dès le début, son seul rêve a été de faire de moi un Français, si bien que, de parents russes, lorsqu'elle est devenue enceinte, elle avait décidé d'accoucher en France et s'est prise de douleur à la gare de Vilno, aujourd'hui capitale de la Lituanie, alors petite province russe, qu'elle a accouché dans une clinique de toute urgence, et c'est ainsi que je suis né donc à Vilno. On n'est pas parvenu immédiatement en France, il a fallu faire donc un arrêt prolongé de 7 ans en Pologne, où j'ai appris couramment le polonais, que je parle encore aujourd'hui, comme père et mère, comme le russe. Et j'ai fréquenté donc l'école polonaise, et toujours protégée de la vie par ma mère, qui gagnait sa vie très difficilement. Nous n'avions pas un sou. Elle avait ouvert une maison de mode, de couture
à Villeneuve. Elle avait trouvé un truc assez, peut-être pas très, très honnête. Elle se prétendait à Villeneuve la représentante d'un grand couturier français de l'époque, Paul Poiret. Elle faisait des chapeaux et elle fabriquait des petites étiquettes à l'intérieur, Paul Poiret. À un certain moment, pour donner plus d'authenticité à son entreprise, elle a engagé même un ami acteur qui est venu jouer dans ses salons le rôle du grand couturier Poiret. J'ai décrit tout ça, encore une fois, dans La promesse de l'Aube. Nous sommes partis donc ensuite à Varsovie, où j'ai fait mes études dans une école polonaise, puis au lycée, et je continuais à écrire. Ça a été la véritable vocation. Je continuais à écrire dès l'âge de 12 ans, et j'avais tellement envie d'être écrivain et surtout d'être publié, que mes premiers efforts littéraires, je les recopiais dans un cahier en écriture d'imprimerie pour me donner l'illusion d'être publié. Le lycée, donc, en Pologne, jusqu'à 1928. Et à ce moment-là, ma mère, qui était finalement dans son patriotisme français, puisqu'elle m'a appris le français alors que nous étions encore aussi en Pologne, tellement extravagante que, par exemple, elle m'a épargné d'apprendre qu'en 1870, la France a perdu la guerre. Et là, dans ces leçons qu'elle me donnait de l'histoire de France, elle a tout simplement sauté la guerre de 70 parce qu'elle ne pouvait pas se résigner à l'idée que la France pouvait perdre une guerre. Et c'est ainsi que je suis arrivé en 1928 à Nice, où ma mère a travaillé d'abord comme elle tenait des vitrines dans des grands hôtels avec des bijoux, puis elle est devenue directrice d'hôtel, et où j'ai été au lycée de Nice. À ce moment-là, j'avais déjà près de 14 ans, et ce fut donc un nouveau changement de culture. Je puisais largement dans ces souvenirs, non seulement dans l'autobiographie entièrement authentique et nullement romancée, qui s'appelle La promesse de l'Aube, mais également pour le premier roman que j'ai publié, Éducation européenne, que j'ai écrit pendant la guerre. Et j'ai puisé dans mes souvenirs de Pologne, alors que j'étais aviateur dans la Royal Air Force, pour reconstituer avec authenticité, puisque les Polonais s'y sont reconnus, une Pologne que je ne connaissais pas, c'est-à-dire la Pologne de la Résistance, mais c'était simplement des souvenirs géographiques des endroits où j'ai vécu. Et il paraît, d'après les Polonais, que la résistance polonaise était exactement telle que je l'avais décrite dans ce livre. Donc, études au lycée de Nice, où ma mère se réjouissait profondément de me voir toujours premier en français, et sa grande idée était que je devienne diplomate, que je représente la France à l'étranger. Tout cela pour un jeune homme qui n'était même pas encore naturalisé, d'origine russe, à une époque où la xénophobie était très forte en France. Elle n'a d'ailleurs jamais disparu entièrement, paraissait un rêve totalement extravagant. Et j'entendais ma mère me dire « Tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France ». Et c'était quelquefois très gênant, parce que ma mère était très susceptible. Chaque fois qu'elle avait une prise de bec dans l'escalier, elle me traînait dès l'âge de 8 ans dans l'escalier. Elle disait au voisin qui était sorti « Mon fils sera ambassadeur de France, mon fils sera un grand écrivain français ». Alors moi je mourais de honte, vous pouvez vous imaginer l'effet que cela me faisait, alors que nous étions encore dans une petite ville orientale de la Pologne. Je me retrouve au lycée de Nice, donc je continue mes études. Je fais du sport, beaucoup de sport, presque professionnel de tennis de table. J'étais devenu champion junior de la Côte d'Azur, où j'étais payé parce que nous n'avions pas un sou pour donner des leçons de ping-pong, comme on disait à l'époque. Et je pars faire mes études à la faculté de droit d'Aix-en-Provence d'abord et à Paris. À ce moment-là, grand événement dans ma vie et dans celui de ma mère, le seul dont elle a eu d'ailleurs connaissance du point de vue littéraire, la publication dans un hebdomadaire qui s'appelait Gringoire de ma première nouvelle. Mais voilà donc, j'étais encore jeune étudiant, et j'avais gagné, je me souviens, 1000 francs pour cette nouvelle, ce qui a complètement changé ma vie d'étudiant et m'a confirmé dans les espoirs que je mettais en quelque sorte en moi-même en tant qu'écrivain.
Après une année de droit à Aix-en-Provence, j'arrive à Paris. Ma mère travaillait très dur, elle m'envoyait quand même 100 francs par mois pour vivre, la chambre coûtait 150. C'était très pénible de recevoir de l'argent d'une femme déjà vieillissante, puisque je suis né lorsque ma mère avait 36 ans. Et j'ai fait 1000 métiers, enfin 1000 j'exagère, pour essayer de gagner ma vie. J'ai été livreur tricycliste de la maison Lancher-Glacier, j'ai été garçon de café, j'ai été garçon de restaurant, plus exactement, et je fais d'ailleurs passer là une chose amusante, c'est que j'étais serveur dans un restaurant russe quelques 20 ou 30 ans après, 25 ans après, lorsque j'ai eu le prix Goncourt pour Les Racines du Ciel. J'ai dit que j'ai été serveur dans un restaurant russe. Et ce restaurant était tenu par un très vieux russe blanc, très élitiste. Et les journalistes se sont précipités chez lui, lui ont donc demandé: Romain Gary a travaillé comme serveur chez vous? Et le vieux monsieur, qui a à l'heure actuelle près de 90 ans et qui vit toujours, les a regardés comme ça et a dit: Romain Gary, serveur chez moi, c'est une calomnie. Parce que par solidarité, si je puis dire, entre Russes blancs émigrés, il ne voulait pas admettre, cela lui paraissait déshonorant, que je puisse être garçon de café, ce que j'ai été. J'ai fait également, comme je le raconte dans La nuit sera calme, des enquêtes pour un journaliste qui faisait l'exploration par personne intermédiaire, qui était moi, de maisons closes de Paris. J'ai dû me faire quelque chose comme 200 interviews, si je puis dire, dans des maisons closes. Et parfois, je frisais la marge, ce qu'on appelle aujourd'hui la marginalité. Déjà à Nice, parce que ma mère était très susceptible, et que chaque fois, elle avait un petit peu, à la suite d'une vie difficile, la manie de la persécution, et chaque fois que je sentais insulté, elle me disait: tu vas là-bas et tu vas lui donner une paire de claques. Ce que dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à faire. Je me suis même acquis une réputation très mauvaise de voyou dans le quartier. Je me suis donc trouvé à Paris souvent entre deux métiers, n'ayant guère de quoi vivre. J'avais 2 chemises, je vivais de concombres salés à la russe, de pain. Et je me souviens d'un épisode particulièrement pénible où j'aurais pu basculer vraiment du côté d'une marginalité que l'on appelle aujourd'hui délinquante. Je crois que c'est le centre de gravité qui était l'image de ma mère qui m'a sauvé. Ce qu'il y avait à l'époque, c'était un épisode un peu difficile à raconter pour un monsieur qui est aujourd'hui commandeur de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération. Il y avait rue de Méroménil un établissement pour dames où à la fois des messieurs pervers et des dames un peu trop libérées à l'époque, trop affranchies, venaient pour se satisfaire. Et donc, on m'avait proposé, un camarade américain m'avait proposé, moyen finance, moyen très forte rétribution, d'aller en quelque sorte procurer des satisfactions que vous imaginez à ces dames. Comme j'étais très seul, que ces dames étaient souvent très belles, et que j'étais dans une situation quasi désespérée, ce fut le seul moment de ma vie où je faillis, où je fus sur le point de basculer du côté que je ne me serais jamais probablement pardonné depuis, non pas sur le plan de la morale courante, mais sur le plan du respect de soi-même, et sur le plan de l'authenticité de ce qu'on s'efforce d'être. Et en plus de ça, évidemment, j'étais comme tous les jeunes à cette époque très frustré du point de vue sexuel, puisqu'il n'y avait pas la contraception, il n'y avait pas la pilule. Et chaque fois qu'un jeune garçon couchait avec une fille, c'était des risques, c'était très dangereux, du point de vue grossesse, c'était donc difficile. Et j'ai résisté parce que je me suis dit que je savais très bien que ma mère ne le saurait jamais. Et c'est en me raccrochant à l'image de l'idée que ma mère se faisait de moi que j'ai pu résister à cette tentation. Je le dis très franchement, dans La nuit sera calme. Et j'ai fait d'autres métiers. J'étais donc, je faisais la main courante à l'hôtel La Pérouse, qui existe toujours, où j'étais fort mal vu puisque j'étais étudiant dans un milieu qui ne l'était pas. J'ai continué ensuite à travailler comme garçon de course pour M. Urbain, chef des informations du Temps. Je ne puis vous énumérer tous les métiers que j'ai fait, que j'ai tenté d'esquisser
dans La nuit sera calme, parce qu'en même temps, c'était très difficile, d'abord parce que je faisais mes études de droit, et ensuite parce que j'écrivais, je ne cessais d'écrire. J'écrivais donc des livres, les deux premiers ont été refusés par les éditeurs, et j'ai écrit le premier qui s'appelait Le vin des morts, que j'ai envoyé à De Noël, qui était le seul éditeur, Robert De Noël, assassiné depuis, qui m'a répondu très gentiment en envoyant beaucoup de promesses pour mon avenir. J'avais 19 ans. Et en même temps, la nature de ces livres désespérés, Roger Martin Dugard, plus tard, en lisant le manuscrit, alors qu'on me croyait disparu dans la guerre, avait dit « c'est ou bien le livre d'un fou ou bien d'un mouton enragé ». Pour vous dire la nature de ces livres, Robert De Noël m'a envoyé une analyse de 30 pages, une psychanalyse de 30 pages du texte, faite par la plus grande psychanalyste française de l'époque et disciple de Freud, la princesse Marie Bonaparte, où je souffrais, paraît-il, de tous les complexes, le complexe de castration, le complexe de nécrophilie, tout ce qu'on peut imaginer d'après la nature de ces livres. Le seul homme qui m'a aidé à cette époque, c'est de là que datait notre amitié, fut André Malraux. J'ai écrit un deuxième livre qui s'appelait Gestes d'amour. Je l'ai envoyé chez mon éditeur actuel, Gallimard. J'ai été reçu la première fois par un monsieur qui a été fusillé depuis, je crois, pour collaboration, et qui m'a dit jetez cela, prenez une maîtresse et revenez dans 10 ans. Ce qui n'était pas une façon d'aider un jeune auteur. Par contre, Malraux m'a reçu très gentiment, m'a déconseillé de publier ce livre, m'a dit que m'a promis un avenir d'écrivain d'après ce texte-là, et à plusieurs reprises m'a reçu chez lui, m'a invité à déjeuner, m'a témoigné une bienveillance et une gentillesse que je n'oublierai jamais. D'autant que je n'étais vraiment pas à l'époque quelqu'un sur qui on pouvait miser du point de vue de garantie d'avenir pour un éditeur. Je n'ai rien réussi à publier à part quelques nouvelles dans des hebdomadaires, et j'avais tellement honte auprès de ma mère de ne pas effectuer une percée qu'en revenant à Nice pour des vacances d'été une fois, ma mère m'a dit « mais enfin quoi, on ne voit pas ton nom dans les journaux, comment ça se fait que ça ne marche pas ?» Et j'ai sorti, je me souviens, quelques nouvelles d'un écrivain qui était une dame, je ne suis plus sûr du nom, je l'ai cité dans La promesse de l'aube, André Violis, je crois, je ne suis plus sûr. Et j'ai dit, écoute, c'est moi, mais j'écris sous des pseudonymes. Alors, pour rassurer ma mère sur mon avenir littéraire. En même temps, j'étais désespéré, et j'ai fini mes études de droit très péniblement. J'ai mis 4 ans là, à l'époque on mettait 3. Et je suis parti dans l'armée en 1938. J'avais fait un entraînement d'aviateur. J'avais signé pour 3 ans. Je voulais faire ma carrière dans l'aviation et j'ai été envoyé à l'école d'Avord. À l'école d'Avord, où je suis arrivé avec 3 semaines de retard par rapport à mes camarades pour des raisons qui me paraissaient à l'époque mystérieuses. J'arrive, je fais mes cours et je m'attendais donc, comme tout le monde, à sortir avec le rang d'aspirant au bout de 4 mois comme prévu. Et ma mère déjà racontait à tout le monde que son fils était officier aviateur, elle était très fière de moi. Or, sur quelques 320 élèves, j'étais le seul à ne pas avoir été nommé officier. J'ai appris un peu avec beaucoup de difficultés plus tard les raisons. C'est que j'étais naturalisé de trop fraîche date, et dans l'atmosphère de xénophobie qui régnait à l'époque dans cette arme d'élite qui était l'aviation, on ne pouvait se résigner à me confier un avion. J'étais donc nommé caporal-chef et versé comme instructeur de tir aérien à Salon de Provence, à l'école de l'air. Quand je suis revenu de l'école d'Avord à Nice, sans avoir eu le courage d'annoncer à ma mère l'échec, j'ai vu sur la façade de l'hôtel-pension Mermont, comme s'appelait l'hôtel, les meubles existent encore, j'ai été encore il y a 3 semaines, mais il n'y a plus d'hôtel, le drapeau, un immense drapeau français qui flottait, c'était ma mère qui pavoisait à l'honneur de son fils officier qui revenait triomphalement de l'école. Et je revenais comme caporal-chef, ce que vous pouvez imaginer, mon humiliation, le sentiment d'échec que j'éprouvais. Je me suis trouvé dans une situation impossible parce que je ne pouvais pas lui avouer que je n'ai pas été nommé officier par xénophobie. Je ne pouvais pas lui avouer parce qu'elle avait une telle idée, une idée si haute de la France,
que c'eût été pour elle une déception terrible sur le plan patriotique. Je m'étais creusé pendant tout le voyage de retour la tête pour trouver une solution, et je l'ai trouvée. Parce qu'évidemment, ma mère, imbue des traditions romantiques du XIXe siècle, imaginait également que son fils aura des conquêtes féminines innombrables, comme le voulait la tradition de l'époque. Alors j'ai menti. Et ma mère m'a dit, mais enfin, comment ça se fait que tu n'es pas, comment ça se fait que tu n'es pas en uniforme, dans ton uniforme d'officier? Alors j'ai menti. Et j'ai puisé dans mon imagination de romancier et je lui ai dit, écoute maman, voilà ce qui s'est passé. J'ai couché avec la femme du commandant de l'école et par mesure disciplinaire, je n'ai pas été nommé d'officier. Alors son visage s'est transformé, devenu radieux, et elle m'a dit, raconte-moi tout. C'était complètement oublié, mon échec était complètement oublié. Je sauvais ainsi, par ce mensonge dans son esprit, l'idée et l'honneur de la France, et en quelque sorte mon propre honneur, puisqu'elle me voyait, parce que pour elle, les succès féminins étaient quelque chose qui allait de soi pour son fils, hélas. Et la guerre éclate. La guerre éclate, nous partons de Salon de Provence, l'école est transférée à Bordeaux-Mérignac, où j'ai mon premier accident d'avion. Je travaillais à l'époque, si je puis dire, comme interprète volant entre les aviateurs polonais qui avaient reflué en France, et il n'y avait pas le moyen moderne de communication dans les postes de pilotage. Je me tenais entre le pilote français et le pilote polonais, et je traduisais les instructions du pilote français. À un moment, le pilote polonais prenait très mal son terrain, et le pilote français lui dit « Dites à cet imbécile qu'il donne un peu de gaz, parce que sans ça, on va rentrer dans les hangars. » Alors je me tourne vers le pilote polonais, et je dis « Proszę pana, niech pan trochę doda gazu, bon... » Et avant que je finis naturellement de traduire la phrase en polonais, on était dans le hangar. Et mon nez a été écrasé, il a été refait péniblement. J'ai continué, je fais quelques missions au front avec l'hypothèse 540, reçu des shrapnels pendant le bombardement du terrain d'aviation de Tours dans la cuisse, que je garde toujours à titre de souvenir. Et puis c'est la défaite, l'inconcevable défaite, pour moi, pour qui la France était par définition invincible. Héritage, si je puis dire, des hautes idées du pays que se faisait ma mère. Et l'idée d'accepter la défaite ne m'était pas possible, ne m'était pas acceptable. Mon escadre de bombardement a été repliée sur Meknès, d'où j'ai tenté de voler mon avion et de passer à Gibraltar. On m'a tiré dessus, parce qu'on voyait, il n'y avait pas de magnéto sur l'avion, mais on avait bien vu, on avait enlevé par ordre de ce que fut Vichy plus tard, les magnétos pour empêcher les désertions. Et j'ai dû m'enfuir à pied, on me tirait dessus. Je me suis réfugié au Bousbir de Meknès, c'est-à-dire la ville réservée où il y avait 300 maisons de prostitution. Je me suis caché, aidé par une vieille arabe, la mère Zoubida, la sous-maîtresse d'une maison. Après quoi, déguisé en aviateur polonais, et grâce à ma connaissance du polonais, je me suis glissé à bord d'un transport de troupes qui évacuait les aviateurs polonais d'Afrique du Nord sur Gibraltar. Et je suis arrivé à Gibraltar au moment où la flotte anglaise rentrait de Mers el-Kébir, où elle avait coulé dans des conditions ignobles la flotte française. J'ai continué sur Londres, où m'attendait, si je puis dire, le général de Gaulle. J'étais parmi les premiers arrivés là-bas. Je n'avais qu'une idée, c'était de me battre. J'étais très entraîné, il y en avait peu, nous étions 200, je crois, aviateurs entraînés qui avaient rejoint ce que devait devenir la France libre du général de Gaulle. Nous n'avions qu'une justification à notre désertion, qui nous a tous fait condamner à mort par Vichy, comme le général de Gaulle lui-même, c'était d'aller nous battre et probablement de nous faire tuer. C'était notre seule raison d'être. Notre seule raison d'être, au fond, était de nous faire tuer. Sans ça, nous étions vraiment déserteurs. On m'avait enfermé, la plupart d'entre nous, dans des bureaux, parce qu'il y avait à l'époque un chef d'état-major qui avait une idée, c'est que les Français libres ne devaient pas aller se battre dans des escadrilles françaises, mais devaient constituer des escadrilles autonomes françaises avec des couleurs françaises. D'ailleurs, dès cette époque, j'avais fait une mission
comme sac de sable, c'est-à-dire sans aucune attribution particulière dans un Wellington de bombardement de nuit. J'étais assis dans cet avion, je ne faisais rien, j'étais le seul aviateur en ce moment-là qui a fait une mission de guerre avec les Anglais, et la radio française de Londres a annoncé triomphalement l'aviation française a bombardé l'Allemagne à partir de ses bases en Angleterre. L'aviation française, c'était moi, mis pour des raisons de propagande, en quelque sorte, pour justifier le communiqué, dans un Wellington. Et je ne pouvais supporter, il y a eu une véritable petite rébellion que l'histoire ignore en général, que je décris dans La nuit sera calme et que je décris dans La promesse de l'aube. Quelques sous-officiers, dont moi, sous-officier, ont tiré à la courte paille. Il y avait une sorte d'esprit dans ce moment-là de ce que devait donner plus tard l'OAS. On avait tiré à la courte paille pour savoir qui allait se débarrasser de ce chef d'état-major qui nous empêchait de nous battre. Et la courte paille, c'est moi qui l'ai tiré. Et j'ai fui en quelque sorte chargé pour tuer ce malheureux capitaine. Nous sommes montés en avion, il est monté dans l'avion avec nous sous prétexte d'inspection, on l'avait invité. Puis il sentant le roussi, s'est réfugié dans la tourelle de mitrailleur du Blenheim. Et l'idée était de le ficher en l'air de l'avion et dire qu'on avait une ennui de moteur, qu'il avait paniqué et qu'il avait sauté, que son parachute ne s'était pas ouvert. Puis mon camarade mitrailleur et moi, qui était à l'arrière, on le tirait par les pieds pour le sortir de sa tourelle mitrailleur, et puis ses bottes de vol nous sont restées dans les mains. J'ai vu ses pieds, un peu sales, des pieds humains, tout blancs, affreux, et je n'ai pas pu. Et nous sommes posés, je suis passé en jugement par un conseil de guerre présidé par l'amiral Obmano, qui m'a acquitté et m'a envoyé simplement en Afrique avec mon escadrille. Je suis arrivé en Afrique à la fin de 1940, dans ce que est devenu la République de Ghana aujourd'hui.